On enchaîne avec la deuxième présentation de la journée. On va l'accueillir tout de suite sur scène, mais je crois qu'elle est venue accompagner. Donc la montée de scène de Georgiana View va se faire tout en douceur. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je veux dire bonjour à mes amis, viens Nico. Bonjour tout le monde. Salut Georgiana, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis contente d'être là. Explique-nous un petit peu déjà qui sont ces camarades avec qui tu es venu sur scène juste derrière toi et qui sont assis juste sur le côté. Alors ce sont des figurants parce qu'en fait j'avais peur d'être un peu trop seule sur scène. Donc là ils sont payés du plus cher au moins cher. Voilà, mais sinon je connais pas ces gens. Non, très sérieusement. Georgiana View, bientôt dans votre ville pour sa tournée de stand-up. Très sérieusement, ben, ce sont des chefs, le big boss, le directeur d'hôtel, la directrice d'une de nos bistrots, d'une de nos brasseries, en fait du groupe Allegrini Social Club auquel j'appartiens depuis quelques mois. On va en parler justement. Voilà, exactement. Et qui m'ont fait la surprise d'être là aujourd'hui avec moi. Très bien. Eh ben, on vous salue et on vous dit bonne masterclass, voilà, vous allez bien profiter. Si tu as voulu aussi montrer cette équipe, c'est qu'il y a un nouveau projet dans lequel aujourd'hui tu es très présente. On parle d'ouverture, nous, pendant ces 3 jours. C'est une ouverture aussi, hein, le restaurant Rouge, au sein d'un hôtel qui se trouve à Nîmes. Est-ce que tu peux nous donner quelques images mentales de ce lieu et qu'est-ce que tu fais là? C'est hyper compliqué parce que j'entends ma voix quand je parle. Donc ça va bien se passer, moi ça m'arrive 3 jours par an aussi. Donc Rouge, c'est un restaurant au cœur d'un hôtel, comme tu disais, un hôtel qui se trouve en plein cœur de Nîmes, dans un bâtiment classé. Donc c'est un très bel immeuble, si on peut dire. Mon immeuble n'est pas très beau, mais c'est un beau bâtiment, voilà. Donc qui a été rénové récemment par le groupe. Donc il y a 10 chambres, toutes différentes les unes des autres. Et il y a un restaurant. Et il y a un restaurant, donc c'est là où moi j'interviens en fait. Le restaurant s'appelle Rouge. Rouge, pourquoi? Eh ben, tu fais les questions et les réponses, vas-y, je t'écoute. C'est quand on est un peu schizo, c'est ce qui arrive souvent. C'est la petite voix dans la tête, je comprends. Et donc Rouge, très simplement pour la couleur de la terre des costières de Nîmes. Bien sûr. Rouge, parce qu'au Bénin aussi, dont je suis originaire, eh ben, la terre est rouge quand elle n'est pas encore goudronnée. Et rouge parce que c'est ma couleur préférée. Et rouge parce que ça se rapproche aussi de l'huile de palme artisanale. Dont on va parler. Qu'on trouve à Paris, mais aussi au Bénin surtout. Et moi, je souhaite réhabiliter un peu l'huile de palme parce qu'elle a été beaucoup décriée ces dernières années, la raffinée qu'on utilise dans pas mal de préparations agroalimentaires. Donc voilà, pour tout ça. Et puis c'est aussi la couleur de la passion, c'est aussi la couleur un peu de la tauromachie. Voilà, on ne va pas aller trop sur ce terrain-là parce qu'on n'est pas tous d'accord. Mais voilà, Rouge, c'est vraiment beaucoup de choses. Bon, tu as décidé de balayer l'ensemble des sujets polémiques. Ah, pardon. Non. Ben, en même temps... On est là pour ça. Voilà. Non, mais on est aussi là pour te rencontrer, toi, et ton univers de cuisinière. Comme certains, on t'a découvert aussi, et pour le coup... Tout le monde t'a découvert dans une émission. Il y a combien d'années? Il y a un petit moment, si je puis me permettre. 10 ans. Une bonne dizaine d'années. Ouais, j'avais pas encore ces marques-là. Et raconte-nous aussi ce qui s'est passé en 10 ans, puisque c'est quand même un parcours qui avait été entamé avant aussi, hein, cette envie de cuisine, ce rapport à la nourriture. Explique-nous aujourd'hui, et surtout si tu fais un petit retour en arrière, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être à Nîmes, dans ce restaurant Rouge, depuis le début? En peu de mots. Hein. Ah, d'accord, oui, c'est ça. J'ai quoi? J'ai 10 secondes. Non, t'as 2 minutes. Ah, 2 minutes, ça va. Donc en fait, le rapport à la nourriture, c'est depuis toute petite, hein, comme tout le monde. Après, chacun en fait ce qu'il veut, ou enfin voilà. C'est devenu professionnel il y a une dizaine d'années, avec l'ouverture d'un lieu à Marseille, puis d'un second. Et ensuite, il y a eu une phase de voyage, de découverte à travers le monde, à travers des festivals, différents événements. Là, je fais très court. Hein. Ah oui, c'est très bien. Et l'année dernière, j'ai finalisé un projet en fait, d'ouverture sur Marseille, où j'habite toujours,
un restaurant qui devait s'appeler Tenjan. Donc j'avais trouvé le local. Tenjan, dans ma langue en fait de naissance, ça veut dire Temenjan, c'est à l'étroit. C'est quand on n'a plus de place, quoi, tu vois. Et parce que c'était un tout petit resto d'une 60aine de mètres carrés où moi j'ai cette... enfin, j'y suis arrivée un peu de manière un peu par hasard, mais après c'est vraiment ce qui me caractérise et ce que j'aime le plus, c'est la cuisine en étant directement au contact des personnes qui viennent partager, en tout cas découvrir ma cuisine. Et donc c'était ça l'idée. Et puis le Covid est arrivé et tout est tombé à l'eau. Entre-temps, je me suis consacrée à ça. Donc Le Goût de Cotonou, qui est un livre que j'ai eu la chance d'éditer aux éditions Ducasse, qui raconte un peu d'où je viens et les recettes qui ont bercé mon enfance. Et à la suite de ça, il est sorti le 6 mai, quelques semaines avant, je rencontre Denis Allegrini, donc le boss, comme je l'appelais. Hein, il est là. Salut Denis. Bonjour Denis. Et Denis, il avait déjà mangé dans un de mes établissements quelques années auparavant. Et quand on avait rendez-vous, il ne remettait plus, enfin, il faisait plus du tout le lien. Et le lien s'est fait à ce moment-là. On a discuté. Je devais faire juste une résidence. Et finalement, on est parti dans un projet en fait commun que lui avait commencé à construire et qu'on a finalisé ensemble. Arrête-moi, Denis, si je me trompe. Et Denis, est-ce que tu peux dire un mot ce qui t'a séduit dans la cuisine de Georgiana et évidemment sa personnalité solaire? Bonjour à tous. Le qualifier, c'est assez simple, c'est une histoire d'amour. C'est une rencontre, c'est un coup de foudre. Je vais y mettre un peu de baume au cœur, mais c'est la réalité. On se connaît depuis peu de temps. Moi, je connaissais sa cuisine. C'est, bien sûr, pour ceux qui la connaissent, une forte personnalité, avec toutes les qualités qui va avec. Et voilà, au début, on s'est rencontrés effectivement pour une résidence, et puis le coup de foudre. Et voilà, l'amour, c'est essentiel pour le projet, c'est essentiel dans ce qu'on fait, c'est essentiel dans la cuisine et dans la façon de se projeter sur son client. Et on a eu envie de raconter cette histoire commune. Le nom du restaurant dont elle parlait, on l'a construit ensemble, et puis après, on a construit toute cette identité qui va autour. Et voilà, et je pense que... on est très heureux après 3 mois. Il n'y a pas de meilleure raison que l'amour et l'envie de faire des choses ensemble pour effectivement ouvrir un restaurant. Ce truc chauffe tout seul en fait, c'est ça? Ça s'appelle une induction. Ah, mais c'est allumé là, pardon. Pardon. Sorry. Là, on voit passer des petites focaccias. Alors, on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Merci Denis. On va sur la cuisine. La cuisine, donc ce livre qui est aussi pour toi finalement un manifeste de cette envie de parler de cette cuisine du Bénin, une cuisine spécifiquement du Bénin et pas, on l'a évoqué d'ailleurs hier, cuisine d'Afrique, ouais. Aussi avec Maury, sortir du côté cuisine africaine. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour réussir à faire en sorte qu'on comprenne les nuances, les différences culturelles et les produits qui ne sont pas du tout les mêmes dans toutes ces régions de l'Afrique. Explique-nous aussi, toi, cette cuisine du Bénin, comment tu as envie de la porter et de l'expliquer à ce public qui la connaît assez mal. Alors, en la livrant de manière la plus brute possible. C'est-à-dire pas de ce qu'on peut appeler de la revisite ou... Tu veux pas demander à ton camarade de mettre ça devant, comme ça, ça va donner un petit peu... Ah, regarde, mon camarade vient là. Donc mon camarade en question, c'est Dico. Et Dico, il est au début de l'aventure rouge depuis le début. Il a un poste d'apprenti, mais voilà, il apprend très très vite. Et aujourd'hui, ça me faisait plaisir de l'emmener avec moi. Donc voilà, tu peux continuer à travailler sur les... plateau, tu mets là. Donc on est d'accord que ça va partir dans la salle, hein. Tout à l'heure, ouais. S'ils sont sages. Prends l'autre. Et donc voilà, on était sur la cuisine du Bénin la livrer de la manière la plus brute possible. Après, moi je fais partie, comme les 3/4 des chefs aujourd'hui maintenant, avec cette prise de conscience qui se fait de plus en plus grande, qui tente au quotidien d'être le plus ancré possible dans son territoire, dans son terroir. Donc tout ce qui est consommé local, etc., pas de produits traités, tout ça on connaît. Mais comment être cohérent quand on parle de territoire, de proximité avec les producteurs et tout ça, quand on veut amener quelque chose qui vient de 6000 km. Donc pour le moment, au niveau de l'indice carbone, je ne suis pas trop au top, parce que donc je fais venir quelques produits comme l'huile de palme,
notamment, et la moutarde africaine qu'on appelle Affinity dans ma langue du Bénin. Mais l'idée pour moi à terme, non, dans le dja. L'idée pour moi à terme, parce que là j'en avais plus et j'en fais pas venir tous les jours, l'idée pour moi à terme, c'est de les faire ici. Aujourd'hui, dans notre région, dans le sud et plus précisément dans le Gard, on a des artisans qui font de l'arachide, on a des artisans qui font du maïs, qui sont aussi, je les cite parce que ce sont aussi des ingrédients qu'on utilise beaucoup dans les cuisines au Bénin et en Afrique subsaharienne. Et demain, si j'ai un territoire où je peux faire pousser un palmier pour récolter les noix de palme, pour pouvoir faire mon huile de palme, ou pouvoir distiller pour avoir du sodabi, qui est l'alcool local au Bénin, les graines de néré, pouvoir les faire fermenter pour avoir cette moutarde africaine, eh ben, je serai la femme la plus heureuse du monde. Donc en attendant d'arriver à ça, eh ben, aujourd'hui, je me nourris, je me sers de ce que je trouve sur mon territoire, et de temps en temps, j'apporte cette petite touche de chez moi pour dire, voilà, chez moi aussi, d'où je viens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on ne va pas faire comme ces 20 ou 30 dernières années où on allait juste dans différents continents ramener tout ça et puis voilà. Juste faire goûter et essayer de recréer ce territoire lointain ici parce que moi, ça fait partie de mon ADN et je ne peux pas le renier, quoi. Bien sûr. Et tu es une femme du Sud. Une femme du Sud parce que ton ancrage en France, il est à Marseille. Aujourd'hui, il est à Nîmes. Raconte-nous aussi un petit peu ce territoire justement du Sud qui a pris un petit peu une forme cohérente aussi de Dijon jusqu'à Marseille à travers la vallée de la gastronomie qui est quand même un axe où il y a une forme de cohérence, évidemment, et la vallée du Rhône qui quand même permet historiquement d'avoir cette traversée nord-sud et tous ces produits qui constituent littéralement l'un des plus beaux paniers de produits en France. Comment toi tu vis cette découverte et ces nuances, puisque entre Marseille et Nîmes, on n'est pas si loin et pourtant c'est quand même deux territoires qui sont très 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 différents. Tout à fait. Alors pour dire un mot sur la vallée de la gastronomie, pour être tout à fait honnête, moi j'ai découvert ça il y a quelques jours, enfin 15 jours. Et je trouve que c'est une belle initiative en fait. Donc ça se définit comme une destination touristique. Donc l'idée, de ce que j'ai compris, c'est de pouvoir faire découvrir aux personnes qui traversent cette vallée, donc qui s'étend de Dijon à Marseille, comme tu disais, de pouvoir faire découvrir le territoire à travers la gastronomie, donc à travers les produits et le savoir-faire, soit des artisans, soit des restaurateurs ou des cuisiniers et tout ça. Donc ça, c'est pour la vallée de la gastronomie. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de sortir aussi, si je puis dire, des clichés et de considérer que le territoire aujourd'hui de Nîmes, où toi tu travailles, offre aussi un territoire d'expression à des cuisines qui viennent d'ailleurs, et comme du Bénin aujourd'hui. Eh bien, tout à fait. Et je trouve que c'est là où moi je suis... je trouve que c'est un joli pari qu'il fait, Denis, aussi, de travailler avec... main dans la main avec quelqu'un comme moi parce que ça rajoute cette diversité au pays gardois dans la mesure où je crois que c'était un des derniers bastions dans le sud où on n'avait pas encore trop de mélange des genres, enfin, je comprends ce que je veux dire. À Marseille, on a déjà cette diversité qui s'est installée, bon, qui est très métissée à la base, mais en cuisine, en tout cas, ces 10 dernières années, on a pu constater l'arrivée de beaucoup de chefs, ou en tout cas d'acteurs dans le milieu dans le domaine de la gastronomie, de différents horizons, voilà. Et là, à Nîmes, et moi je suis contente d'être un peu pionnière en la matière. À quoi ressemble un menu chez Rouge du coup? On a du mal à se rendre compte aujourd'hui. Là, on a des petites bouchées, mais donne-nous une sorte de séquence classique, ou en tout cas telle que tu l'imagines pour aujourd'hui ou pour la semaine prochaine. Depuis l'ouverture, ce qu'on a fait, mais ça va changer à partir du 21, depuis l'ouverture, on a proposé un menu différent chaque jour, en 5 temps, donc avec 1 ou 2 amuse-bouches, une entrée végétale, une entrée autour du poisson, un plat, un dessert. Je vais vous donner le menu de la semaine dernière, parce que c'est celui dont je me rappelle tout de suite. Bien sûr. Voilà. Donc la focaccia, au Bénin, on mange le pain djaté. Le pain djaté, le dja, c'est cette friture de tomates en fait, qu'on va avoir avec des ingrédients très simples. Est-ce qu'on peut voir quelques justement étapes de... Oui, donc quelques étapes du dja. J'avais commencé là, mais je vais faire comme ça. C'est de l'huile, tout simplement.
Donc là, c'est de l'huile de tournesol, ça peut être de l'huile d'arachide, ça peut être de l'huile de colza, enfin ce que vous voulez. Ensuite, on a mixé ensemble de la tomate, de l'oignon, de l'ail, du gingembre et du poivre. Bon, on est aussi dans une expression qui pourrait quasiment être provençale. Hein, ah mais totalement, c'est pour ça que le dja, pour ça, au niveau de mon indice carbone, je suis bien, et au niveau de du territoire et du terroir, je suis très bien aussi. La recette exacte, elle est dans le goût de Cotonou. Hein. Ça, on va le porter gentiment à ébullition, d'accord? Et ce qui va faire la particularité du dja, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre de crevettes séchées. Donc ça, nous, au Gros du Roi, nous, on a la chance de travailler avec Mathieu Chapelle, en fait, qu'on peut retrouver sur la scène artisan, tout à fait. Côté fiche, qui est vraiment un amoureux de son territoire et qui n'a de cesse de proposer que des produits d'exception. Il dit souvent que la mer n'est pas un supermarché, donc voilà, et il ne rentre pas il ne va pas en mer pour se servir et ressortir. Et je suis très heureuse de travailler avec lui parce qu'en fait, il sélectionne les personnes avec qui il travaille parce que justement, il ne veut pas avoir à devoir juste aller prendre du poisson et le vendre aux gens tout simplement. Et donc, on a de très très belles crevettes. Pourquoi je parle de Mathieu? Parce que toute la saison, il nous a ramené de très très belles crevettes, des petites crevettes comme ça, là, du Gros du Roi. Donc on peut manger cru comme ça, c'est trop bon. Et ensuite, on peut les mettre en saumure, les faire sécher et retrouver, une fois fumé, retrouver un peu ce parfum-là. Donc manger, hein. Ah oui, tu peux le manger, sauf si tu es allergique aux crustacés. Ah ben voilà. Ah, je m'attendais à quelque chose de plus puissant encore. Eh non, dès qu'on dit Afrique, on a l'impression que la puissance... Pas ça, mais la puissance, c'est ailleurs, hein, chez nous. Il rigole, Dico. Dico, il comprend mes blagues, mais au bout de 3 mois, c'est normal. Hein. Est-ce que je me trompe si j'ai un peu de piment quand même derrière? Non, je crois que c'est ton imaginaire. Il n'y a vraiment pas de piment. Ah, c'est drôle parce qu'il y a quand même une force. Oui, parce qu'en fait, c'est séché et c'est fumé vraiment jusqu'à ce que tout se concentre. De manière traditionnelle, en fait, c'est un feu très très doux. C'est posé comme sur des paniers en osier, les crevettes comme ça. Et on laisse fumer et elles deviennent rouges très très fort, rouges encore une fois. Et ensuite c'est broyé. Et donc ça va donner un goût très particulier. Ça, au à Bénin, cette sauce. On va pouvoir trouver ce produit de manière assez classique, comme une sorte d'épice qu'on va... Oui, d'épices qu'on retrouve de partout et qu'on met souvent dans les préparations de sauce. Et donc pour revenir au dja, donc une fois qu'on a porté ça à ébullition, si par exemple on ne mange pas de crevettes parce qu'on a des allergies justement, on peut évidemment faire le dja sans les crevettes. C'est moins bon. Non, je rigole. Si, on peut. Et ensuite, cette sauce, elle va cuire. Là, on est sur à peu près 200 grammes de tomates, donc on a besoin d'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson. La tomate va réduire complètement et concentrer tous ses sucres. Et la poudre de crevettes, moi, je vais la rajouter à la fin. D'accord. Et donc, au Bénin, ce que je disais, le pain djaté, en fait, c'est du pain dans lequel tu fous du dja et c'est un anka. Mais le dja se mange avec du riz, le dja se mange avec des haricots, le dja se mange avec des haricots, du riz et des pâtes, tout dans la même assiette. Enfin, le dja se mange avec quasiment tout. Et on appelle ça la sauce qui ne pourrit pas. Parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup d'huile par rapport à la tomate. Et une fois que ça a cuit, l'huile, la tomate se concentre, on a beaucoup plus d'huile et c'est souvent les gens le conservent comme ça. Et cette conservation dans l'huile fait que ta sauce, même à température ambiante, ne bouge pas, même pendant 3 semaines, d'accord? Et pour rappeler ce pain djaté, aujourd'hui à Rouge, quand vous arrivez, vous avez un petit cérémonial autour du sel de Camargue, etc., avec différents parfums, de l'huile d'olive, évidemment, la focaccia, bien sûr, et le dja. D'accord? Ça, c'est le premier temps. L'entrée végétale de la semaine dernière, on a un autre artisan avec lequel on travaille et dont on est très content, enfin de travailler avec lui. C'est Pascal Flamand, la coccinelle bleue, qu'on retrouve aussi sur le marché de la plage Jean Jaurès à Nîmes, pour les particuliers. Et en fait, il a un potager à Bouillargues, il fait tout lui-même, tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a encore des chevaux qui viennent en fait déblayer la terre, tout ça. 0 traitement, même pas pour les insectes, ni rien du tout. Et j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'en fait, j'ai pas de questions à me poser. Le dimanche, il m'envoie une liste de ce qu'il a pu ramasser en fonction de son mal de dos, pas de mal de dos.
Et le mardi, quand ils me livrent tout, moi, je décide de ce que je vais faire dans la semaine. Et la semaine dernière, on a fait une salade de riz avec du riz de Camargue, bien évidemment, un caviar d'aubergine lié à de l'eau de concombre fermenté, parce que si vous n'arrivez pas à suivre, vous pouvez lever la main et me ralentir. Hein. Parce qu'en fait, il y a aussi autre chose. Moi, je suis beaucoup C'est à peu près contre clair pour le moment. Hein, donc l'anti-gaspi. Alors, ça me fait sourire et des fois, je n'ose pas toujours dire ces choses-là parce que j'ai l'impression que c'est un effet de mode et que on le dit tous pour être un peu dans le mood. Mais moi, c'est depuis toute petite. J'ai une anecdote. Ma mère, quand j'étais petite, quand on finissait pas notre assiette de riz, par exemple, elle disait « Mais tu sais que ce grain de riz qui reste dans l'assiette... dans le ciel, il nourrit 1000 personnes. » Ne me demande pas pourquoi elle disait ça. Pourquoi elle disait ça? Mais j'en sais rien, parce que ma mère... Voilà. Et bien moi, comme j'avais l'imagination très fertile, quand je finissais pas mon assiette, je levais la tête au ciel et je voyais plein de visages qui me disaient... Et du coup, je finissais mon assiette, quoi. Donc l'anti-gaspi en moi depuis longtemps. C'est un petit tip que tu donnes à tous les parents. Oui, voilà, un petit tip. Mais non, mais du coup, moi, mes enfants, pour pas les obliger à avoir ce genre de traumatisme, c'est surtout ça. Mais je préfère les servir un tout petit peu et qu'ils se resservent. Non, mais tout ça pour dire que donc on ne jette rien, on fait des vinaigres. Dico, il vous dira le citron, une fois qu'on a utilisé le zeste, la chair, le jus, les membranes qui restent qu'on pourrait jeter, on en fait des marmelades. Le concombre. Il y a une partie qu'on met à fermenter, qu'on utilise cru, cuit, les pastèques, on a utilisé les peaux pour des vinaigres, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on fait. Et donc, ce caviar d'aubergine a été servi avec des petites tomates cerises que Dico émonde, presque 300 pièces pour chaque service. C'est pas drôle du tout. Un peu de pourpier, un coulis vert de Chimée des Rapa, des feuilles de brocoletti, et des fleurs de cosmos. Et enfin, est-ce voilà. que tu serais d'accord pour qu'on fasse partir un peu ces petites focaccias dans le public maintenant? Service, hein, s'il vous plaît. Je suis sûr que... Donc s'il y a des allergiques à la poudre de crevettes, ils vont tomber. Voilà, c'est le moment où non. Si vous êtes allergique à la poudre de crevettes, j'ai de la focaccia nature. Je vois pas pourquoi on serait allergique à la poudre de crevettes. En vrai. Parce que c'est un crustacé et que des personnes sont... Oui, mais bon. Après, c'est tellement une infime. Là, pour les 200 grammes, j'en mettrais vraiment... Voilà, c'est la question que je voulais te poser pour revenir justement aux quantités. Là, il y a à peu près 200 grammes de pulpe de tomate. Une cuillère à café, même pas. Une cuillère à café, même ouais. pas. Parce qu'on est vraiment sur quand même une aromatisation qui est forte. Exactement. Très bien. Mais quand tu dis que tu peux le faire sans, c'est quand même... Eh ben, quand je le fais sans, pour justement les personnes qui viendraient au restaurant et qui auraient donc des allergies, l'idée que quand on a une allergie ou une intolérance, on soit obligé de manger différemment des autres, m'insupporte assez, ou juste qu'on enlève le produit que vous ne mangez pas et puis on vous laisse votre assiette comme ça, m'insupporte un peu. Donc on a toujours 2 djas, par exemple, au resto, celui le classique et l'autre où je fais cuire la tomate encore plus longtemps pour dégager un petit côté comme ça, un peu fumé, un peu presque de concentration brûlé, un peu plus poussée encore. Ouais, un peu poussé, pour retrouver un peu ce goût que va donner la crevette. Est-ce que tu peux nous raconter aussi l'histoire de ce livre? Parce que non, j'aimerais d'abord finir mon menu, Boris. Mais vas-y, Georgiana. Donc le dja, la focaccia, le sel et Denis, tout ça. ça va quand même tous les jours? C'est tous les jours, hein, c'est ça. Regarde, il est beau Et comme encore, tout. tu t'en sors bien. Donc ça, l'entrée végétale, donc l'exemple que j'ai donné, donc voilà. Le poisson, il y a deux entrées qui ont cartonné cet été, c'est ces sardines en tempura ou le maquereau en tempura à l'huile de palme, servi soit avec une déclinaison d'aubergine, voilà, ou alors le poisson cru. Le poisson cru, souvent, on le taille en carpaccio et ensuite je fais des marinades à base de restes. Ça paraît un peu genre, ah ouais, elle nous fait manger des restes, mais non en fait. C'est des carcasses de crustacés par exemple que je vais utiliser, faire une bisque. Et à partir de cette bisque, quand Pascal me livre de l'oseille, de la coriandre du Vietnam, des choses comme ça, je vais les mixer ensemble avec ma pâte d'agrumes que j'ai fait avec mes membranes. À ça, je vais rajouter un lait de coco réduit, etc. Et donc ça donne une espèce de carpaccio avec différentes sauces. En plat, c'est souvent de la viande, parce qu'on a aussi la chance de travailler. Alors là, on sort un tout petit peu du Gard, c'est plus l'Aubrac. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. C'est pas si loin, hein, encore une fois. Oui, mais voilà. Le taureau, quand on peut, évidemment, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà, on peut s'arrêter 2 secondes aussi sur, en tant que cuisinière, l'utilisation de ce produit qui est vraiment très, très identitaire, hein, qui est vraiment le produit de cette localité, on peut dire, de ce territoire vraiment local.
Comment toi tu l'appréhendes, le taureau, comme une sorte de passage obligé ou comme véritablement un plaisir de cette expression de ce sud, de ce gare et son... Alors moi, je ne me mets aucune œillère et j'essaye en cuisine de ne pas trop me poser de questions, je dirais. Le taureau fait partie du territoire où je travaille aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est naturellement qu'on va le retrouver dans ma cuisine. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'en a pas comme ça à disposition comme on veut. Donc ça force encore plus je trouve que ça rend encore plus rare et ça donne encore plus de valeur, je trouve, aux fois où on va pouvoir en déguster. Okay. On travaille autour de la gardiane, en tourte, classique, mais avec des condiments un peu différents. Donc voilà, moi, ma cuisine, c'est une cuisine avec beaucoup de condiments. Ça va partir de recettes très simples, finalement, axées sur le produit. Et puis, c'est des petits condiments qui vont venir comme ça un peu... Et du coup, cette séquence se termine comment? On était à la viande pour terminer ton menu, puisque tu avais envie de terminer ton menu. Et après, il se termine en ce moment sur beaucoup de desserts de cuisiniers, parce que on n'a pas encore un pâtissier dans notre équipe. Donc ça va être des fruits qui vont peut-être être sautés. Des fruits, des biscuits, des sauces et des sorbets, beaucoup de sorbets. Moi, j'aime bien les sorbets déjà, parce que déjà on n'a pas la crème et tout ça, et ça me simplifie l'histoire du lactose. Et après, on travaille sur de l'oseille, de la sauge, du piment, des fruits. Voilà, essentiellement du piment, des fruits, Est-ce que je peux reprendre la parole? des herbes. Je voudrais quand même qu'on prenne 2 minutes aussi pour raconter l'histoire de ce livre, qui était à la fois une véritable nécessité presque pour toi, et puis voilà, une volonté de mettre en lumière quelque chose qu'on connaît si mal, c'est cette cuisine du Bénin. Ouais, je t'écoute. Si tu devais nous... Je t'écoute. Non, je t'en prie. Nous citer quelques recettes aussi qui comptent pour toi dans ce livre, originaire du Bénin. Lesquelles tu aurais envie de nous parler? Alors le dja, on en a parlé, ça c'est facile, facile, c'est à la portée de tout le monde. Alors une, peut-être que tout le monde ne va pas être tenté de tester. C'est pour faire le bissap, tu mets le sucre dedans s'il te plaît. Le sucre, là-bas. C'est le botan sunu. Botan sunu, c'est la tête de poisson, c'est la sauce de tête de mouton. Bon, il y a aussi une sauce de tête de poisson. Et ça, vraiment, moi, j'aime beaucoup tous ces goûts un peu gélatineux, un peu... Ce que ici, dans ce côté du monde, les gens appellent... Ah, c'est gras, c'est... Voilà, moi, j'adore. Il y a les pieds de bœuf aussi, blocoto. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas, parce que je sens que ça ne doit pas dire grand-chose à grand monde. La viande. Et en fait, c'est un livre qu'on a voulu, pas juste... où est-ce qu'on peut le mettre ? Pas juste photo... Ah, mais là, voilà la tête de mouton. Pas juste photo-recette. Avec Maki. On va pas trop vite parce que le temps Non, je cherche le... Ah, c'est ça. Et alors, explique-nous l'importance que ça a, toi, dans à la fois ton parcours et ton regard de cuisinier et dans la culture populaire béninoise. Eh bien, en fait, chaque recette de ce livre, et il y aurait pu y en avoir le double facile, c'est le goût de Cotonou, parce que moi, Cotonou, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi. Et pour faire très court, au début, j'étais dans une espèce de bulle, parce que mes parents essayaient de nous protéger, donc le lycée français, le machin, le chauffeur va te chercher à l'école, te ramène à la maison. On n'avait pas trop le droit d'aller dehors, manger dans la rue, etc. On avait un cuisinier à la maison et tout ça. Mais on avait quand même les recettes traditionnelles. Mais moi, tous mes copains mangeaient dans la rue et disaient « Ah, c'est trop bon, c'est pas pareil qu'à la maison » et tout ça. Du coup, très vite, à 15 ans, quand j'ai eu le droit de pouvoir sortir toute seule, j'ai fait tout ça. Et chaque recette, en fait, est liée à un souvenir de cette époque-là. Soit après un entraînement de basket, soit en sortant de l'école, les talé-talé, les beignets de banane, passage obligé à 5 h de l'après-midi, le tchakpalo, qui est une boisson à base de maïs fermenté qu'on buvait. Enfin, il y a tout plein de choses comme ça, et c'est des souvenirs et des goûts qui sont restés, moi, longtemps en moi. Quand je suis arrivée en Europe, au début, je trouvais la nourriture très fade. Pas parce qu'on mange pimenté, mais parce qu'on mange assaisonné au Bénin. Bien sûr. Il y a de l'assaisonnement. La base de la cuisine béninoise, c'est vraiment oignon, poivre. On a un joli poivre à queue et ail, gingembre. Donc déjà, rien que ça,
vous imaginez déjà la base de la cuisine. Est-ce que tu crois, on en parlait, cette cuisine subsaharienne qui est en train aussi d'émerger comme une mosaïque de cuisine, est-ce que tu crois qu'on va voir d'ici peu des restaurants béninois qui vont pouvoir justement ouvrir à Paris, à Marseille ou ailleurs, avec cette expression de la cuisine d'un territoire vraiment propre, ou est-ce qu'on a encore du temps avant finalement que ces cuisines puissent trouver leur place dans un monde gastronomique? Où est-ce qu'on en est selon toi? Non, moi je pense qu'elles ont déjà trouvé leur place, surtout ces dernières années où l'Afrique est très... enfin, tous les spotlights sont un peu sur l'Afrique à travers la mode, avec le wax et tout ça, la musique et de nombreux artistes du continent qui se font connaître à l'international. Et au niveau de la gastronomie aussi, là, ces dernières années, il y a beaucoup de chefs qui ont émergé, ou en tout cas qui se sont fait connaître d'une manière ou d'une autre. Sur Paris, notamment, vous avez la chance de pouvoir déjà tester plusieurs restaurants qui font soit de la cuisine fusion, soit de la cuisine typique d'un pays, ou de la cuisine qui balaye des recettes. Voilà, je ne veux pas citer de nom, mais il y en a vraiment plusieurs sur la scène parisienne. En province, c'est déjà un peu plus délicat. Et pour répondre à la question du Bénin, on a à Paris un restaurant qui existe depuis 25 ans, le FIFA, et qui est un restaurant typiquement béninois, quoi. Il ne fait que ça. Après, moi, c'est toujours la question du voilà. Demain, si j'ouvre un restaurant béninois, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, quel est l'intérêt? Puisque je défends un territoire, je défends des produits, un terroir, et là, je veux défendre une cuisine qui est à 6000 km. Comment... Voilà, donc à un moment, je pense qu'il faut juste un peu de cohérence. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de ramener des produits de temps en temps, ça passe. Mais moi, demain, si vraiment le Bénin prend une grande place dans ma cuisine, c'est que sur mon territoire, j'aurai réussi à travailler avec des artisans qui me permettent de cultiver, de produire tel ou tel produit. Parce que tout comme les produits qu'on fait planter sur tel ou tel sol, moi, je pars du principe que, oui, je suis béninoise d'origine, mais aujourd'hui, je suis ancrée à Nîmes, eh ben, j'appartiens à ce territoire-là. D'accord? De la même manière qu'au Bénin, quand est arrivée la pomme de terre ou le maïs il y a quelques années avec les colons et tout ça, eh bien après on dit que c'est le maïs béninois, mais voilà, le citron à Marseille, enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc quand le produit trouve sa place et arrive à se développer dans un sol, eh ben, il devient le produit de ce sol-là. Il est l'heure de conclure. Il est l'heure de... Conclure. Ah, pardon. Eh ben... Est-ce que, avant de conclure... On te laisse le dernier mot, rassure-toi. Comment? On va te laisser le dernier mot, bien sûr. Ouais. La vidéo, on l'a vue ou pas? La vidéo, on l'a vue, elle est passée, n'est-ce pas? Ah, on a 2-3 mots à dire sur la vidéo. On n'a pas le temps, Georgiana. 30 secondes? Alors, 15 secondes. Alors, 15 secondes. Denis, 15 secondes. Voilà. Alors, non. C'est toi qui conclus. Denis, je suis désolé de te couper la chic, hein. Mais on est d'accord que la vidéo, les gens l'ont vue. Qu'est-ce que tu voulais dire sur la vidéo? Les gens l'ont vue, d'accord. Je ne savais pas que les gens l'ont vue. Ben, c'était pour rappeler aussi qu'à Rouge, on a ce côté aussi partage où on fait venir des chefs de temps en temps. Et donc cette vidéo, on l'a réalisée avec donc, le maraîcher dont je vous ai parlé et Mathieu Chapelle avec qui on travaille pour le poisson. À l'occasion de la visite d'une de nos premiers 4 mains, c'était avec Pauline Séné qui est dans la salle aujourd'hui. Et donc à l'avenir, on va pouvoir recevoir d'autres chefs comme ça chez Rouge. Super. On applaudit Georgiana. Merci beaucoup. Bio et son équipe. Merci pour le restaurant Rouge à Nîmes. À très bientôt. À bientôt. Merci Boris. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour enchaîner sur les 2 prochaines masterclass. À tout de suite. Merci.